Alors on commence, on est au cours numéro 7. Ce cours-là, il va être sur le chapitre 7 et le chapitre 8 du Tanya. On va faire que la moitié du cours aujourd'hui parce que c'est un sujet qu'on peut étendre et étendre et étendre. Avant de commencer, on va se poser une question. C'est quoi le judaïsme? Est-ce que le judaïsme c'est une tradition? Est-ce que c'est une religion? Qu'est-ce que c'est? Une religion? Une religion? Si on dit que c'est une religion, alors comment ça se fait que une religion en général, je peux me convertir à cette religion et je peux me déconvertir, de même que je me convertis au christianisme, je me déconvertis du christianisme, je vais me convertir à autre chose. J'ai la possibilité de me déconvertir entre guillemets. Le judaïsme, j'ai pas la possibilité de me déconvertir. Tu es juif, tu restes juif pour toujours. Même si tu te dis je deviens chrétien, Chas Shalom, alors tu restes juif quand même. Tu dis que tu deviens chrétien, mais tu restes juif. Donc dire que c'est une religion, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que ce serait d'autre? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est un lien. Ah ouais, c'est... Exactement. C'est un identité. Une identité, genre c'est un peu qu'il arrive, c'est ton identité. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Ouais. Exactement. Alors c'est pas une tradition, parce que la tradition, il y a plein de juifs qui font pas des traditions, ils font pas tout ce qui va être la halakha, etc. Mais d'un autre côté, ils vont rester juifs quand même. Un juif qui ne sait même pas qu'il est juif, il reste juif. Donc c'est pas une tradition, c'est pas une religion non plus, parce que on peut pas se déconvertir du judaïsme. On peut expliquer qu'en fait c'est un peu comme une couleur de l'âme. Tu peux pas changer ta couleur de peau. Michael Jackson il a fait, là c'est une autre histoire. Et après il est devenu gris. Mais concrètement, tu nais comme ça, tu seras comme ça toute ta vie, c'est dans ton ADN. Tu nais avec une neshama, toute ta vie tu seras avec une neshama, c'est dans ton ADN, c'est comme ça. Et si tu reçois une neshama, tu la reçois, ça change tout ton ADN, tu deviens juif entièrement et c'est fini. Tu peux plus te enlever chaque... Te déprogrammer, exactement. Tu ne peux pas enlever dans chaque cellule de ton corps la partie de l'ADN qui dit que tu es brune. Tu es brune, même si tu te teins en blonde, tu resteras brune, ça va continuer à pousser brun. Ok? Donc, comme tu as dit, c'est en fait une connexion. Hachem, il a créé le monde. Hachem, il nous a créés. Et par sa grande bonté, il a dit, tu sais quoi, je vais leur donner l'opportunité de pouvoir se connecter à moi. Comment? Je vais mettre 613 channels. 613... comment on dit une channel? Une chaîne, un tuyau, une voie. 613 voies. Et grâce à ces voies-là, ces différents conduits, ils vont pouvoir se connecter à moi. Et le plus de voies tu vas utiliser, le plus de liens tu vas attraper, le plus de cordes tu vas attraper, le plus tu vas être connecté avec Hachem. Ok? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va essayer de comprendre, en fait, dans notre vie de tous les jours. C'est très beau, on sait qu'on va faire les mitzvot, on avait déjà commencé à parler des mitzvot. Concrètement, on va poser une deuxième question, après on va faire le lien avec toutes ces questions. Les valeurs. On a chacune des valeurs, oui? Il y a des valeurs qui vont être, entre guillemets... En fait, c'est quoi je vais vous poser la question, c'est quoi la limite entre une valeur qui va être universelle et une valeur qui va être subjective, on va dire. On a tous des valeurs. Pour certaines personnes, une valeur très forte, ça va être ne jamais être en retard. C'est quelque chose d'hyper important. Pour elle, c'est bien de ne jamais être en retard. Pour une autre personne, ne jamais être en retard, elle va s'en foutre complètement. Je suis en retard, et alors? C'est pas grave, on s'en fout. Ok? Alors, qu'est-ce qui va définir une valeur? Qu'est-ce qui va définir, est-ce que la valeur, elle est universelle, que c'est du bon, c'est du vrai, c'est du émet? Et qu'est-ce qui va définir que c'est juste ton éducation qui a fait que t'es comme ça ou t'es comme ça? Comment on peut savoir, est-ce que mes valeurs, elles sont vraiment bonnes? Certaines choses que moi j'ai pensé. Est-ce qu'elles durent avec le temps, quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer 50 ans et après à un moment donné je vais changer parce que machin? Ou est-ce que c'est des valeurs qu'on peut accompagner mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes machins, jusqu'à la fin des temps, ça ne bougera pas? Donc c'est des valeurs éternelles qui ne bougent pas. Qui ne bougent pas. Ok. C'est un peu ce que tu disais au cours lundi soir sur Hachem. J'arrive pas à expliquer, mais ce que tu disais. Les racines. Les racines, que Hachem c'est notre père, mais que. J'arrive pas de. Bon. Je vois très bien ce que tu veux dire. Elle n'était pas là alors. Tu sais, tu étais là, toi. Ah, toi, t'étais là, ouais. Voilà. Que c'est des choses
qui perdurent, quoi, que les valeurs, Les vraies valeurs, elles restent là. elles restent là, mais c'est comme tu disais que quand tu transmets l'amour d'Hachem à tes enfants, voilà, je cherchais. L'amour d'Hachem à tes enfants, tu leur dis qu'ils aiment, enfin, tu leur montres qu'ils doivent aimer Hachem, et s'ils continuent d'eux-mêmes, après par eux-mêmes, à eux aimer Hachem, c'est là que tu as réussi la transmission. Exactement. Voilà. Exactement. Donc là, c'est Ok. pareil pour les... Donc si on réussit en fait à transmettre, Voilà. si ça perdure, c'est que c'est une vraie valeur. Ok. Bon, donc en fait, on va expliquer qu'en fait, on va pouvoir comprendre à travers ce chapitre qu'est-ce qui va être subjectif, qu'est-ce qui va être objectif. Ça va être quoi une vraie valeur qui est bonne et une valeur qui... Je recommence. Des fois, on se dit, on coupe, la valeur que j'ai, c'est une valeur bonne. Ok, c'est du bien. Pour une autre personne, cette valeur, ça va être du mal. Comment savoir qu'est-ce qui est subjectif, qu'est-ce qui est objectif, c'est quoi la valeur universelle entre guillemets. Dans ce cours, on va pouvoir voir qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui est subjectif. Ok. À la fin du cours, on va pouvoir répondre à cette question. Ouais. Non, parce que ça me fait penser à quelque chose. C'est que des fois, j'ai des conversations avec des gens qui sont traditionnalistes. Et en gros, je me dis, ouais, tu fais pas, c'est tes enfants, ils vont à du Torah, tout ça. Oh ben non, ils n'ont pas le temps, ils font du cheval, ils font du piano. Non, mais c'est pas important pour vous que ça leur enseigne, je sais pas, comment dire, la transmission, les valeurs. Ah, mais c'est c'est important, oui, il faut qu'ils bougent. Et puis de toute façon, ce qui est important pour nous, c'est voilà, qu'ils soient des bonnes personnes, qu'ils soient en gros bien élevés, honnêtes, qui mentent pas. Exactement. Mais en fait, la valeur qui va prédominer chez eux dans leur maison, ça va être que les enfants ils doivent faire plein de choses, que les enfants ils doivent pouvoir toucher à tout, qu'ils puissent faire du cheval, qu'ils puissent faire de la musique, qu'ils puissent faire de la danse, etc. Et ils vont mettre ça comme valeur plus importante que la transmission de la Torah. Plus supérieur. Pour elle, c'est une bonne valeur. Ouais, voilà, mais c'est en fait, pour eux, c'est les valeurs du Qui chante. Ah oui, je suis sûre, mais d'où ça vient? Il n'y a pas d'oiseau, il fait la musique. Non, mais en fait, il y a les valeurs du judaïsme et les valeurs de la société, en fait, c'est plus important pour les valeurs de la société. Ah oui, Très bien. Donc là, on fait une différence. Très bien. On commence à avancer. On fait une différence entre les valeurs de la société et les valeurs du judaïsme. Il y a beaucoup de valeurs de la société qui vont être similaires, ouais. même les mêmes que les valeurs du judaïsme. Ne pas tuer, ne pas voler, c'est une valeur de la société, mais qui est également une valeur du judaïsme. Même une des premières valeurs, c'est dans les 10 commandements. Ok. Mais il y a certaines valeurs qui vont être complètement contraires au judaïsme. Le fait de prioriser, on dit prioriser l'ouverture d'esprit des enfants, que je vais faire du cheval et de ci et de ça et de ça et de ça, et le talent des enfants sur le fait d'aller au Talmud Torah. Alors ça va contraire aux valeurs du judaïsme, que la base c'est l'éducation des enfants au niveau de la Torah. Ok. Donc on va revenir dessus, on va pouvoir bien expliquer, mais ça touche vraiment le point culminant. Hachem, quand Hachem il a créé le monde, il a infusé dans le monde une lumière divine. Cette lumière divine, ça va être ça la source de vie de chaque chose dans le monde. La table, s'il n'y a pas une étincelle divine à l'intérieur de la table, elle n'existe pas. Ok. Donc quand Hachem il a créé le monde, il a infusé cette lumière divine, il a infusé cette source de vie, cette étincelle dans chaque chose. Ok. Maintenant, quand je vais voir ma table, quand je vais voir mon fauteuil, quand je vais voir même mes copines, pas forcément que je vais voir l'étincelle d'Hachem qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est caché. Cette lumière, elle a été cachée. Et il y a des niveaux. Pour certaines choses, la lumière, elle va être beaucoup plus cachée que pour d'autres choses. Tout ce que Hachem il a créé, qu'on le voie comme étant du bien ou qu'on l'identifie comme étant du mal, ça va être créé par Hachem, et donc il va y avoir la lumière d'Hachem, il va y avoir la source de vie d'Hachem dedans. Si ça vient pas d'Hachem, même si on se dit ah mais le mal d'où il vient, le mal il vient d'Hachem, c'est Hachem qui a créé le mal. Ce serait limité à Hachem de dire que le mal c'est quelque chose d'extérieur à Hachem. Donc Hachem il a tout créé. C'est quoi la différence entre quelque chose que je vais voir qui va être bien, qui va être kadosh, par exemple entre un sidour, entre un Sefer Torah
et un livre, une encyclopédie, ça va être que l'étincelle divine qui va être à l'intérieur, elle va être un peu plus révélée ou elle va être plus cachée. Ok? La semaine dernière, on avait commencé à parler de la klipa. On avait dit, c'est quoi la klipa? La klipa, la traduction du mot klipa, c'est une écorce. Comme un fruit, il a une klipa, il a un voile autour, comme une écorce, une peau, une orange, une banane, ça a une klipa. Quand je parle de l'orange, je parle du fruit, mais je parle aussi de la klipa qui est autour. Quand je parle d'une banane, je parle aussi de l'écorce qui est autour. Ok? Ça fait partie intégrante du fruit. Pareil pour, en général, la lumière d'Hachem, elle est dans cette klipa. Sinon, cette klipa, elle ne peut pas exister. Oui, chaque chose qui existe, il y a une lumière d'Hachem à l'intérieur. Mais en fait, la klipa, elle va cacher cette lumière d'Hachem. Pour certaines choses, la klipa, elle va être très très fine, comme une pomme, avec une très fine peau. Et pour d'autres choses, la klipa, elle va être très épaisse, comme une noix de coco, que pour la casser, il faut sortir le marteau. Ok, ce sera une grosse coquille. Ok? On a l'image claire? Qu'est-ce qui se passe? Pour tout ce qui est sain, on a dit, il va y avoir une très très fine klipa. Maintenant, encore plus que ça. Pour tout ce qui va être sain, vraiment, il ne va pas y avoir de klipa. Il ne va pas y avoir d'écorce. Comme, qu'est-ce qui n'a pas d'écorce? Une fraise. La fraise, elle n'a pas d'écorce qu'on épluche. La fraise, tu la manges comme ça. Pour tous les objets qui vont être utilisés pour une mitzvah, un Sefer Torah par exemple, il n'y a pas d'écorce. C'est pour ça qu'un Sefer Torah, tu ne peux pas le mettre par terre. Tu dois l'embrasser. Tu dois faire attention. Ça n'a pas d'écorce. Une fraise, tu ne vas pas la poser n'importe où. Tu vas la mettre dans une assiette, dans un bol, joliment, faire attention à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écorce. C'est déjà révélé. Et c'est pour ça, ça fait en lien à ce qu'on avait dit au chapitre 4, qu'en fait, quand tu fais une mitzvah, tu t'accroches directement à Hachem. Il n'y a pas d'écorce, il n'y a pas de voile, il n'y a rien. C'est directement Hachem qui met son énergie dans cet objet qui est matériel, mais directement il est là. Il n'y a pas de d'écorce, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de cache. C'est juste la lumière d'Hachem qui est dans l'objet. Quand je vais utiliser cet objet, je vais révéler cette lumière d'Hachem, je vais me connecter à Hachem directement. Ok? Ça, en général, on ne le voit pas. Parce qu'on n'est pas habitué. Notre œil, il a des voiles. Le Sefer Torah lui-même, il n'a pas de voile. Mais notre œil, il a un voile. Donc on ne le voit pas. On ne voit pas cette lumière, on ne voit pas cette sainteté qui est dedans. Mais elle existe et il faut s'entraîner pour pouvoir réussir à la voir. Un tzaddik qui va s'entraîner à toujours regarder et chercher la divinité, il va le voir. Il va voir un Sefer Torah, il va voir la divinité qui est dans le Sefer Torah. Ok? Maintenant, on va parler des choses qui sont de l'autre côté. On va parler des aliments ou des éléments, des objets qui vont être utilisés pour des mitzvot lotaasé, des avérotes en fait, des commandements négatifs. Ne pas tuer ou bien ne pas manger du cochon. Un cochon. Pourquoi on ne peut pas manger le cochon? On ne peut pas manger le cochon parce que le cochon, il a tellement d'écorce, un voile tellement gros, comme une noix de coco, tu peux pas la casser. Cette écorce, tu peux pas la casser. Alors la seule façon de pouvoir l'élever, entre guillemets, c'est de t'éloigner de ça. Tu peux pas le manger. Certaines choses, pour pouvoir l'élever, tu épluches et tu manges. Certaines choses, tu peux pas manger. C'est impossible de casser une noix de coco. Maintenant, on peut. On a les marteaux, on sait comment faire. Mais il faut prendre cette image-là que c'est juste une écorce qui est impossible à casser. Quand il y aura Mashiach, on aura le marteau pour pouvoir casser l'écorce. Maintenant, on n'a pas. Quand Mashiach il sera là, tu pourras manger le cochon. Oui, bien sûr, tu pourras manger le cochon. Sérieux? Bien sûr. Tout le problème des aliments pas cachers, c'est qu'ils ont une écorce qui est trop dure pour qu'on puisse casser et révéler la lumière d'Hachem à l'intérieur. Quand il y aura Mashiach, la lumière d'Hachem, elle va se révéler. Il n'y aura plus de problème de manger du cochon. Moi, je sais pas. On verra. On verra. Je pensais que c'est parce que aussi on dit que le cochon c'est impur. Pourquoi c'est impur? À cause de ça. Alors c'est à cause de ça, alors ok. Ouais.
Pareil que le lapin, pareil que n'importe quel animal. Pourquoi le cochon plus qu'autre chose? C'est juste qu'on a dramatisé le cochon. Mais le cochon, il est autant impur que n'importe quel animal, que l'éléphant ou que le cheval ou que n'importe Mais quoi. alors pourquoi une vache par exemple c'est pas un peu, je comprends pas. Parce que la vache, elle a une peau moins épaisse que le cochon, entre guillemets. La lumière d'Hachem, elle est moins cachée dans la vache que dans le cochon. En fait, dans un aliment pas cachère ou dans un objet qui va être utilisé de façon non cachère, on va dire, de façon interdite, la lumière d'Hachem qui va être intérieure, elle va être tellement cachée que c'est impossible à la trouver, c'est impossible à la révéler. Nous, on ne peut pas le faire. On n'a pas les outils pour le faire. Utiliser ces animaux pour d'autres choses. Par exemple, si tu veux faire un manteau en lapin, ou la peau du cochon pour du cuir de je sais pas quoi, de chaussures, parce qu'on a le droit de ça comme ça. Je pense que oui. En tout cas, En tout cas, on a toujours vu des gens avec des fourrures et des trucs machin. C'est pas vraiment pour ça vient. Non, l'interdit, c'est de le manger, l'interdit. Oui, parce qu'il y a des manteaux en peau de lapin. Bien sûr. Après, tu mangerais, donc c'est des aliments interdits. C'est tellement impact qu'en fait, ça va boucher la lumière qu'on aurait déjà eue. Alors exactement. On dit, donc on va en venir en une seconde et je vais en parler tout de suite, c'est qu'on explique qu'en fait, la nourriture non cachère, elle bouche la sensibilité à la Torah. Ça veut dire quoi, elle bouche cette sensibilité? Elle bouche le cœur de l'homme. On dit que la nourriture non cachère, elle bouche le cœur de l'homme. Elle bouche la neshama de l'homme. Ça veut dire quoi, elle bouche, elle cache? En fait, de la même façon qu'on avait expliqué qu'à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu te connectes, tu te branches. Et quand tu fais une avera, tu coupes un petit fil, ok? Si tu fais tchouva, après tu refais le nœud, c'est ce qu'on avait expliqué. Oui, avec la connexion avec Hachem. Quand tu vas manger pas cachère, tu vas faire une avera, tu vas te déconnecter un petit peu de Hachem, donc automatiquement tu vas être moins sensible à la Gdusha. Ça fait du sens. Si on essaie de mettre ça logiquement, ça fait beaucoup de sens en fait. De la même façon que en faisant des avérotes, je vais me déconnecter d'Hachem, alors automatiquement mon âme divine, elle va moins s'exprimer, ça va être plus difficile à l'écouter. Ok? Et j'avais entendu, tu vois, tu viens de dire, si tu fais tes chouvas, tu peux te reconnecter. Et j'avais entendu que pour les aliments non cachers, même si tu veux faire tes chouvas, it's just a fact, ça restera comme ça. Alors non, justement, le rabbi, il a beaucoup parlé sur ça. C'est-à-dire Il y a une lettre du rabbi. si tu manges un truc Même si t'as cachère, pas fait exprès, j'ai pas fait attention, je savais pas, et que genre bah, c'est just a pas... fact, ça pousse à l'échama, je suis sûre que j'ai Non. entendu ça. Ça n'existe pas. Dans le judaïsme, il y a toujours moyen de se rattraper. Il y a toujours un Pessar Sheni, il y a toujours une façon Donc ça, de revenir. tu fais tes chouvas, Le ça rabbi te l'a pousse à expliqué, il y a des l'échama. gens qui ont demandé au rabbi. J'ai fait tchouva, mais dans mon passé, j'ai mangé du vin pas cachère, j'ai bu du vin pas cachère, j'ai mangé du vin pas cachère. Le rabbi, il dit que pour pouvoir réparer ça, il faut que tu influes les gens autour de toi à manger cachère. Ça, c'est le tikkun, ça, c'est la réparation. Le fait que toi, t'as mangé pas cachère. Alors maintenant, pour réparer, il faut que tu montres l'importance de manger cachère aux gens autour de toi. Donc voilà, ça c'est le tikkun que le rabbi l'a donné en tout cas. Donc on revient sur ce qu'on disait. Ça reste dans le thème. Hein. On explique qu'en fait, donc, le fait que je vais me connecter, le fait que je vais faire une mitzvah, je vais me connecter directement avec Hachem. Pourquoi? Parce que la lumière d'Hachem, elle va être révélée dans l'élément de la mitzvah. Dans la pièce de tzedaka, quand je vais la mettre dans la tzedaka, ça va directement, je vais être connectée, je vais toucher la divinité. Ok? Quand, à l'opposé, je vais manger un morceau de cochon, alors automatiquement, je vais me déconnecter d'Hachem. Pourquoi? Parce que ce cochon-là, il va avoir une écorce tellement grande qu'en fait, je ne vais pas voir la divinité intérieure. Et on va expliquer qu'en fait, l'objet physique va tirer sa source, pas de Hachem directement, mais de la Klippa. On va expliquer c'est quoi la Klippa bien en détail, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Mais en gros, on explique que l'objet qui vient de la Klippa, l'objet qui va tirer sa force de la Klippa, alors automatiquement, quand moi je vais le faire, quand moi je vais l'utiliser, je vais me nourrir de la Klippa. Je ne vais pas me nourrir de la lumière d'Hachem. Je vais me nourrir de la Klippa. Quand je vais manger une pomme en faisant la bracha, pour pouvoir avoir des forces, pour pouvoir faire des mitzvot, alors automatiquement, je vais toucher la lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem va venir directement en moi. C'est ça qui va me donner des forces. Quand je vais manger un morceau de cochon, alors automatiquement, c'est quoi qui va rentrer en moi? C'est quoi qui va me donner des forces? C'est des forces de la Klippa. Parce que ce cochon-là, sa force d'existence, elle vient de la Klippa. Ça veut dire quoi, elle vient de la Klippa?
Elle vient d'Hachem, bien sûr. On a dit que tout ce qui existe, ça vient d'Hachem. Mais il y a tellement de clips, il y a tellement d'écorce autour que tu ne peux pas le voir. Ok? Maintenant, il faut faire une différence entre deux choses. Entre ce qui est complètement interdit et ce qui est neutre. La semaine dernière, on avait parlé des choses qui sont neutres. Par exemple, un verre. Un verre, c'est neutre. Tu peux faire des bonnes choses avec, tu peux faire des mauvaises choses avec. Entre guillemets, ça veut dire que tu peux boire un smoothie au lait, banane fraise, comme tu veux avec du lait. Tu peux le boire juste après avoir mangé ta bonne viande, ou tu peux le boire 6 heures après, et tout va bien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est quelque chose dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on a plein de choses. C'est pas aussi lourd ou cochon. Il y a des choses qui sont neutres. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces choses-là? En fait, on va expliquer qu'il y a 4 sortes de klippa. D'où est-ce qu'on voit ça? Dans Yecheskel. Yecheskel, c'est dans le Nach. Donc, on a le Chumash, on a le Nach. Et dans le Nach, il y a plusieurs chapitres. Il y a le chapitre des rois, le chapitre des prophètes, etc. etc. Et il y a un chapitre qui s'appelle Yecheskel. Dans Yecheskel, je vais juste vous citer le pasouk, c'est pasouk 4 du premier chapitre. Et c'est écrit: j'ai vu soudain un vent de tempête venant du nord, un grand nuage, un feu tourbillonnant avec un rayonnement tout autour, et au centre du feu, quelque chose comme le chashmal. Le chashmal, il n'y a pas vraiment de traduction pour ça, c'est un mot qui est assez compliqué à traduire, mais on va juste dire quelque chose qui est brillant. On va appeler ça le chashmal. On va garder en hébreu le chashmal, mais le chashmal, on va le traduire comme quelque chose qui est brillant, quelque chose qui illumine, étincelant, quelque chose comme ça. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. Voilà. Donc on va juste garder le chashmal. On va expliquer, dans le Zohar, il vient d'expliquer qu'en fait, ce pasouk, il va nous décrire les 4 sortes de klippa qui existent dans le monde. Les 3 premières, le vent de tempête, le grand nuage et le feu tourbillonnant, ces 3 choses-là, ils vont caractériser les 3 sortes de clipotes qu'on ne peut pas travailler avec. Ça s'appelle les shalosh klipot atmeot, les 3 clipotes, les 3 écorces d'impureté. Ces 3 choses-là, ces 3 niveaux-là, c'est ça qui va diffuser, qui va infuser la force de vie à toutes les choses impures. Au cochon, j'ai pas d'autres idées dans la tête, mais au lapin, enfin à toutes les choses qui vont être interdites. Ok? Le dernier, le 4e, qui est le chashmal, la chose brillante, ça va être la klipat noga. On va l'appeler ça klipat noga. C'est quoi klipat noga? On va appeler ça une écorce neutre. Pourquoi neutre? Parce que ça va donner la force à tout ce qui est neutre. Tout ce qui peut être ou d'un côté ou de l'autre. En utilisant mon verre, je vais prendre cette klipat noga et je vais ou bien la transformer en gdusha, en chose qui va être sainte, en faisant la bracha sur un verre d'eau, ou bien la transformer en klippa, la refaire passer de l'autre côté, en buvant du lait après avoir mangé de la viande. Ok? Toutes les choses qui vont être neutres, je peux ou bien les faire passer du côté de la gdusha, ou bien les faire passer du côté de la klippa. Ok? Les 3 premiers niveaux, je ne peux pas travailler avec. C'est ça qui va donner la force d'impureté. C'est ça qui va donner la force aux cochons, etc. Que la seule manière que j'ai de travailler avec elles et de les élever, entre guillemets, c'est juste de m'éloigner. Je ne peux pas avoir une interaction avec. Je ne peux pas manger le cochon pour pouvoir l'élever. La vache, c'est de la klipat noga. Si je vais faire la shrita comme il faut, etc., je vais la cachériser, je vais la cuisiner dans des ustensiles cachers, etc., je vais faire la bracha, je vais la manger. Là, je vais l'élever dans la gdusha, la vache, elle va devenir de la gdusha. La même vache qui est de la klipat noga, elle peut passer de l'autre côté. Comment? Si je vais la tuer avec un pistolet et je vais la manger crue avec le sang. Alors automatiquement, ça c'est plusieurs avérotes d'un coup, et du coup tu la fais passer de l'autre côté. Ok? C'est clair pour l'instant? Oui. Donc on continue. C'est bon le fond là ou pas? Je vais vérifier. Alors, on va continuer en expliquant qu'en fait, le choix il est dans nos mains. On a ces 2 choix-là. De prendre la klipat noga
l'écorce neutre, entre guillemets, et de la mettre ou bien dans la doucha ou bien dans la clipa. Si je la mets dans la doucha, automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'étincelle divine qui est à l'intérieur, l'éplucher, enlever toute la clipa, je vais l'éplucher et je vais manger le fruit. Pareil, ça va devenir de la fraise, ça va devenir comme de la fraise, ça va devenir comme un objet qui est sain. Comme un Sefer Torah que on fait attention avec. Je vais pouvoir le manger sans la clipa, je vais pouvoir réussir à l'éplucher. Si je mets de l'autre côté, alors c'est comme si que tu vas prendre une banane et tu vas la manger avec la peau. Il y a un problème. Il manque de l'éplucher. Ok? Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vas manger cette peau-là, si tu vas manger cette peau de banane, ça va te faire mal au ventre. Si tu vas manger cette clipa, c'est la clipa qui va te donner cette force-là. Et donc automatiquement, tu vas te détacher un petit peu d'Hachem. Parce que ta force de vie maintenant, elle va venir de cette clipa. Donc non seulement l'objet, tu vas le transformer dans la clipa, mais aussi ton âme, elle va être nourrie par la clipa. Ok? Donc quand tu manges, Oui, On est ce qu'on mange. exactement. On Exactement, bien sûr. est ce qu'on mange. Exactement. Je sais, dans le Rambam nous dit, tu peux un livre sur ça, quand tu manges, tu nourris aussi ta neshama. Fais attention à ce que tu manges et tout. Bien sûr, ton corps et ton âme. Tu vas manger, même il y a des façons de manger, tu peux te boire frais, il y a plein de trucs sur la nourriture et... Bien sûr, à 100%. À 100%. Donc en fait, quand on va faire une mitzvah, on va utiliser le potentiel qui est à l'intérieur de l'objet et on va le dévoiler. Maintenant, et là je vais dire quelque chose qui va être assez délicat, mais qu'il faut bien comprendre. Si je vais utiliser quelque chose pour mon propre plaisir, même si ça va être quelque chose d'aussi nécessaire que la santé, ça va être dans la clipa. On fait une pause et j'explique. Si je veux révéler cette clipat noga, si je veux révéler dans la gdusha l'étincelle divine qui est à l'intérieur, exact. Il faut avoir l'intention de le faire. Je vais boire ce verre d'eau pour me donner des forces, pour m'hydrater, pour que je puisse avoir une bonne journée dans la gdusha, pour que je puisse faire ma tefila juste après. J'ai la gorge toute sèche, il faut que je boive pour faire ma tefila. Avoir l'intention de le faire pour Hachem. L'ishma, c'est pour Hachem que je fais ça. Hachem m'a créé, Hachem m'a donné des besoins. J'ai besoin de boire, de manger, de faire de l'exercice, d'avoir mon corps en bonne santé. J'ai besoin de faire tout ce qu'il y a besoin. J'ai besoin aussi de me relaxer pour pouvoir après être détendu, pour pouvoir faire tout ce que j'ai besoin de faire, pour pouvoir faire toutes les mitzvot. Mais avoir l'intention de le faire de cette manière. Si tu vas faire la même chose en ayant l'intention de te faire kiffer à toi, alors automatiquement, tu vas rater, ça va bifurquer de l'autre côté. Ça va bifurquer dans la clipa. C'est forcément, ça peut pas être rien. On a dit c'est ou l'un ou l'autre. Ah ouais, on peut pas se dire, par exemple, quand tu dis par exemple, te détendre, des fois... Tu te détends tu vois, pour pouvoir te de ressourcer relaxation, et pour pouvoir après quand tes enfants ils arrivent. Pas forcément à Hachem dans ce moment-là. Je pense plutôt à me dire... Tout lié au spirituel. C'est ça en fait. Lié à Hachem. C'est ça, Ouais. exactement. Même si Dans tu fais l'idéal- même si tu fais ta bracha avant quoi. Dans l'idéal, alors concrètement tu as fait la bracha et tu l'as élevé. À combien tu l'as élevé? C'est ça la question. À combien la peau tu l'as enlevée complètement? Est-ce qu'il te reste des morceaux de peau ou pas? Quand tu es plus si j'ai bien tard. fait la bracha ou pas, Hein? comment je... Même si tu fais ta bracha. En vrai, la bracha que tu fais, tu mets l'intention. Merci Hachem que tu m'as donné de l'eau. Oui, mais des fois tu fais un peu genre. Machinalement. Machinalement, ça. Ouais. C'est ça. Ça devient un Mais pour réflexe, chaque chose, en fait, tout pour le chaque chose, tout est une question d'intention. Tu peux faire exactement la même chose. Te détendre, t'allonger sur un fauteuil pendant 3 quarts d'heure. Tu peux le faire avec l'intention que quand tes enfants... En vrai, l'intention que tu as, c'est quoi ton intention? C'est que quand tes enfants ils vont arriver, tu vas pas exploser sur eux, t'énerver contre eux, etc. Ça a l'intention aussi. Donc tu as l'intention. ouais, de pas faire des avérotes, de s'énerver, Le seul truc d'être qu'on en n'a pas, c'est colère. je veux me relaxer maintenant pour mieux servir Ouais. Hachem. Voilà, Moi, ça, c'est à ce côté-là, ouais. c'est Mais vrai comment que tu je sers relate. Hachem? En l'éducation, l'éducation de tes enfants. Bah oui, Tu sers Hachem. Je le dis pas, j'ai l'intention, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi aussi. Donc, aujourd'hui, Je te demande pas de le dire, je te demande d'avoir une intention. Avoir une intention. Concrètement, quand tu t'allonges, tu dis je suis épuisée, tu le sais, il faut le penser. Maintenant qu'on le sait, c'est une question de penser, c'est un réflexe. De dire, j'y pense.
je me repose. Oui, je me repose. Alors, faut pas. On a besoin de se reposer, on a besoin de jouer, on a besoin de se détendre. Mais pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais parce que tu veux ton kiff? Est-ce que tu le fais parce que tu as envie de te reposer? Je me repose parce que je veux kiffer. Ou est-ce que tu te reposes parce que. Les deux en vrai. Tu te reposes parce que tu as envie, parce que tu veux. Comme elle a dit, quand c'est en vrai, elle va être détendue et tout. Elle le fait parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle a besoin que quand ces enfants ils arrivent, elle est pas un breakdown mental. Elle a besoin de pouvoir se contenir. Je dirais que les enfants, c'est des choses. C'est moi, j'ai pas encore d'enfants, on va voir ce que ça va donner. Je parle, mais on verra. On va dire que les mamans, de 4h à 7-8h, on a une deuxième journée qui commence. C'est le rush, c'est la course, bien sûr. on Exactement, jusqu'à ce que les enfants ils sont au lit, Ah, eux, ouais. pour eux c'est la fin de la journée, donc eux ils sont en Ouais. breakdown, donc toi tu dois te contenir. C'est ça. C'est ça. Et concrètement, tu le dis 2 fois par jour, tu dois éduquer tes enfants. À tout le moment de la journée, tu dois en parler à tes enfants. Quand tu vas éduquer tes enfants, tu vas les éduquer bien sûr dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Tu vas les éduquer que maman qui représente le judaïsme, elle est calme, que maman elle va nous parler gentiment avec des bons mots, etc. Tu vas leur donner cette image. Une maman religieuse qui va parler mal à ses enfants, les enfants dans leur tête, la religion ça donne une mauvaise maman. Moi je vais pas être religieux parce que je veux être une bonne maman. Tu vois ce que je veux dire? Les enfants, aujourd'hui, là, ce Shabbat, ça va être la paracha Yitro. Laurent, il a fait ce matin pour pas qu'il fasse les tachaminim à la synagogue, il a fait un sioum. Il racontait que justement, c'est dans cette paracha, c'est la première fois qu'on parle des 10 commandements et c'est là qu'on transmet aux enfants que c'est la première fois que les enfants entendent parler des 10 commandements. Exactement. C'est très important de leur que c'est dans ces moments-là que c'est très important de leur montrer l'importance de la Torah, des 10 commandements. Exactement, à 100%. Donc, tout ça nous fait, c'est sûr que l'éducation, ça peut être plein de choses, quoi. C'est pas que leur faire faire les devoirs, leur truc, tu vois. C'est être une dogma chaya. C'est difficile, tu vois. La vraie éducation, c'est d'être une dogma chaya. Leur dire des choses, c'est facile de leur dire. Ah ouais, Tu leur donnes un manuel, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Les enfants, C'est comment leur ils vont transmettre, apprendre, c'est en regardant comment tu vas réagir. Et tu sais quoi? Eux, ils vont se focus sur les petits détails que toi, tu fais pas attention. Ah ouais. Sur les petits moments où tu pètes un câble, où tu fais pas attention, etc. C'est à ce moment-là, des fois, tu as un mot vrai, qui c'est sort vrai. comme ça, un petit mot de travers qui sort. Et c'est justement ce mot-là qui vont te ressortir 3 jours après. Ouais, Juste c'est ce vrai, mot-là. ça. Eux, ils se... Bah écoute, vu les années précédentes, c'était un fiasco. J'arrête Ah, de ça la m'étonne faire. de toi. Elle fait des choux super, elle fait des super choux. Oui, mais de monter la pièce Ah montée, ouais. c'est très dur. Tu Là, elle m'a sais dit, ce que faut tu un- fais faut un- Tu fais des petites pièces montées à 3. Ah oui, Chacun t'as une petite raison, pièce elle fait montée. des choux comme Une ça. petite pièce montée individuelle pour chacun. Mais elle doit faire 4 pièces montées. elle. Non, mais une fois que t'as les choux, tu fais clac, clac, clac. Il y a pas quelqu'un qui les fait? Moitié-moitié. Donc, on termine. Et maintenant qu'on a expliqué en fait tout le système de comment ça marche la clipa, comment ça marche cette lumière qui est cachée, on va revenir sur ce qu'on parlait des valeurs. Au début du cours, on a commencé à parler des valeurs. Oui. Les valeurs, comment savoir c'est quoi des valeurs qui vont être réelles et des valeurs qui vont être subjectives. On a 2 points de vue. On a notre point de vue à nous. On a le point de vue d'Hachem. La façon dont nous on voit le monde, la façon dont Hachem il voit le monde. Comment nous on voit le monde? C'est à travers des voiles. On a nos yeux qui sont un peu voilés. Alors automatiquement, quand tu as ton pare-brise qui est embué, tu sais pas ce qu'il y a en face de toi. Tu sais pas si c'est une chèvre ou si c'est juste un enfant qui traverse. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Alors il faut être vigilant. Hachem, lui, il n'y a pas de voile. Hachem, il a créé le monde, il sait exactement comment le monde il est fait de l'intérieur. Et Hachem, il te donne un mode d'emploi. Tu te dis, ça, c'est comment le monde il est censé fonctionner. Est-ce que tu vas lire ce mode d'emploi et faire de la bonne façon? Ou est-ce que tu vas te dire, non mais j'ai la route devant mes yeux. T'as pas conscience qu'elle est embuée. T'as pas conscience que ton pare-brise est embué. Tu vas te dire, non mais je sais ce qu'il y a devant moi. Il y a une forme devant moi. Je sais qu'il faut que je fasse le tour de ce côté. Peut-être que cette forme-là, c'est juste comment ça s'appelle? Une noix avec des petits oisillons à côté et tu vas rouler sur les petits oisillons, tu sais pas. Mais toi tu vois pas, t'as pas conscience de ça. Quand tes valeurs à toi, elles sont en contradiction avec les valeurs de la Torah, alors automatiquement t'as pas forcément conscience de ça. Parce que c'est tes valeurs, tu vois ça comme une réalité. La dame qui va ramener ses enfants au cheval et à la danse, au lieu de les amener au Talmud Torah, c'est ses valeurs, c'est sa réalité, c'est sa vérité à elle. Mais c'est sa vérité qui est subjective par rapport à la vérité d'Hachem.
qui est la vérité objective. Ok? Donc en fait, quand je vais faire quelque chose de bien, quand je vais élever ces choses-là, je vais me connecter à la réalité, à la vérité. Oui? Quand je vais faire l'opposé, parce qu'on avait commencé à parler de ça la semaine dernière, et d'ailleurs je vous ai donné une mauvaise traduction, c'était pas la traduction de la source, j'avais dit que c'était séparé, mais c'était pas séparé. La traduction de la source, c'est ligoter, attacher, ligoter. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais faire quelque chose d'assour, je vais faire quelque chose que je ne peux pas libérer. Je ne peux pas libérer la lumière qui est à l'intérieur d'Hachem. La lumière divine, la source de vie qui est à l'intérieur, elle est ligotée, elle est accrochée. Je peux pas la libérer. Elle est accrochée à l'intérieur du cochon, je ne peux pas la libérer. Je vais faire quelque chose qui est impossible en fait. Ok? Ça c'est la source de la source. Je m'étais trompée quand j'avais dit que c'était séparé, c'était pas du tout ça. Mais en fait, c'est ligoter, c'est attacher, c'est emprisonner entre guillemets. La lumière d'Hachem, elle est emprisonnée dans les éléments qui sont assourds. Donc voilà, en fait, le judaïsme, la Kabbalah, la Torah, elle va nous donner ce mode d'emploi. Elle va nous donner cette vérité éternelle qui est la Torah, qui est le mode d'emploi de nous, et qui est les vraies valeurs objectives, et pas subjectives, les vraies valeurs de ce qu'on est censé faire. Ne pas tuer, ne pas voler, et elle est dans les 10 commandements. La Torah, c'est une Torah de vie. On dit c'est Torah Traim, c'est une Torah de vie. Et cette Torah, elle te parle de tous ces sujets. Elle te parle de toutes les valeurs que tu es censé avoir. Et si tu veux avoir juste un exemple concret, ouvre les Pirkei Avot. Tu as toutes les valeurs. Ne pas être arrogant, ne pas être... T'as tout. Toutes les vraies valeurs, elles sont à l'intérieur. Donc, les vraies valeurs, en fait, il faut juste se poser la question. Nos valeurs à nous, est-ce qu'elles sont en accord avec la Torah ou pas? Si tu sais qu'elles sont en accord avec la Torah, alors c'est des vraies valeurs. Si tu sais qu'il y a certaines qui ne sont pas en accord avec la Torah, alors viens, on réfléchit dessus un peu. Viens, on se pose, viens, on essaie de chercher plus profondément. Pourquoi c'est ta valeur? Qu'est-ce qui se passe? Comment faire en sorte de la mettre en accord avec la Torah? Et la Torah est une vraie valeur qui va être éternelle. Ça, c'est la première partie du cours. Et la semaine prochaine, on fera la deuxième partie du cours sur les clipotes, parce que c'est un long sujet. Et il faut bien le comprendre. Donc voilà, on a séparé en deux cours. Et la semaine prochaine, on continuera la deuxième partie du cours du chapitre 7 et 8.